la vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à la vie secrète des geekettes. Aujourd'hui, c'est l'épisode 90 et oui, on est toujours en train d'enregistrer via Skype comme d'habitude parce que, hey, il y a une pandémie qui n'est pas finie encore, ça a l'air, avec la 6e vague. Hey! Donc, la vie secrète des geekettes. C'est quoi ça? C'est un podcast divertissant et diversifié à chaque mois. Les geekettes, c'est nous autres, ça. On vous parle d'un sujet de la culture populaire de notre choix, mais on vous parle aussi de plein d'autres affaires. Ça marche mieux quand on a le micro allumé, par contre. Ça. Ouais, c'est ça, c'est toujours mieux. Et encore une fois, ça. Donc c'est ça, épisode 90. Aujourd'hui, comme vous les avez entendus, je suis accompagnée de mes geekettes, nos geekettes, peu importe, des geekettes à tout le monde. Je vais commencer par celle qui a son micro ouvert, Jenny. Allô, Jenny? Salut! Comment ça va, Jenny? Ça va comme une fille en première fin de session universitaire. Fait que Ouais. ça roche. T'es pas mal occupée encore. Oui, mais très satisfaite de mon travail et de mes notes académiques. Fait que ça se passe bien. Moi, j'en ai entendu parler des bonnes notes. Continue comme ça, lâche pas. Et puis aujourd'hui, là, au Geekette, t'as pris un petit peu de temps pour nous autres. T'as mis les études de côté, entre guillemets. Là, et tu vas nous parler de quoi ce mois-ci? Aujourd'hui, je vais vous parler en fait de la série Station 11 que j'ai écouté, une des seules séries en fait que j'ai écoutées dans les derniers mois, qui est disponible sur Crave, donc une série post-apocalyptique basée sur un livre. Super, j'ai hâte d'en savoir plus. J'en entends pas mal parler dernièrement, donc, mais je sais pas c'est quoi du tout, donc on va savoir ça tantôt. Alors, je vais continuer le tour de micro avec Constance. Allô, Constance! Hello, hello! Ça fait longtemps qu'on t'a... Ben oui, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ben oui, dernière fois, c'était en mars 2020. Écoute, il était temps. Écoute, une pandémie plus tard, tu es de retour. Mais là, aujourd'hui, tu n'as pas de chronique, mais c'est pas grave. Je t'ai dit, viens-t'en quand même. Là, on a besoin de gens. Là. Tu vas être là, tu vas commenter, tu vas jaser. Puis nous autres, on va faire des petites chroniques, puis c'est bien correct. Puis qu'est-ce qui se passe dans ta vie, Constance, depuis quelques années? Écoute, c'est, comment je pourrais dire, c'est le quotidien d'une Montréalaise typique, c'est-à-dire travail à la maison et rénoviction. Point. Ouais. Non, c'est ça, je suis en train de me battre avec ma proprio pour pas me faire évicter. C'est merveilleux. Évincer, pardon. Ouais. Mais tu sais, t'as un channel Twitch aussi, là, dernièrement. Tu dessinais sur Twitch. Oui, ben, je continue de faire ça, 3 jours semaine. Puis, 3 jours semaine, je savais pas. Je pensais que c'est c'est un petit streak d'après-midi, justement. J'accompagne les gens qui veulent travailler, puis étant justement à travailleuse autonome, puis étant à mon compte et à mon rythme, j'essaie de, comment je pourrais dire, d'offrir une espèce d'ambiance de coworking en ligne avec d'autres personnes qui travaillent seules, puis ça fonctionne. On se ramasse, on est une belle petite gang, là, régulièrement, à peu près 10-15 personnes par stream. Là. Quand même, c'est super cool. C'est quoi le nom de ta chaîne? C'est mon username, c'est Godille Poulet. Godille _ poulet. Puis c'est pas mal ce que j'utilise sur tous les médias sociaux aussi. Fait que. C'est bon, on va partager ça, là. C'est quand intéressant. Ça se ta plug, là. Oui, on va redire tout ça. Hey, merci d'être avec nous aujourd'hui au Geekette. Et on va continuer avec Lulu qui doit ouvrir son micro. Voilà. Écoute, on n'est pas lundi, on n'est pas mardi, là, mais ça fait un peu cette semaine. Anyway. Ouais, ben c'est pas. Écoute, t'es notre spécialiste cinéma là au Geekette et puis il y a eu les Oscars. T'as-tu quelque chose à dire là-dessus ou on passe à... Ouais, ok, moi je veux dire quelque chose. Je veux dire que Kristen Stewart qui se pointe en short aux Oscars, c'était winning. Meilleur look ever avec sa petite chemise à moitié ouverte. Au moins, elle avait une chemise, n'est-ce pas, Timothée Chalamet? Qu'est-ce que c'est ça? On met une chemise sous sa veste. Fait que non, shout-out à Case Stew, comme d'habitude, reine du tapis rouge. Oui, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les Oscars. C'est la reine des geekettes aussi, Kristen. On l'aime beaucoup, beaucoup ici. Hey, merci. Ben écoute, tu vas parler de quoi aujourd'hui, Lulu? Alors, j'ai regardé Encanto comme tout le monde, puis après j'ai vu Turning Red, puis je vais parler de Turning Red. Non, je vais juste parler de Turning Red. C'est bon. Super, j'en entends parler. No. J'ai même pas écouté encore, mais je sais que ça va être
un verre d'oreille, cette chanson-là, déjà. Donc, hey, ben, c'est ça pour ce mois-ci. On va continuer avec les nouvelles des geekettes. Wouhou! Alors, on débute les nouvelles des geekettes et on va commencer avec toi, Lulu. Tu as une nouvelle aujourd'hui pour nous. Oui, donc je disais, à la fin du mois, le 29 et 30 avril, ça sera Bagel Expo. C'est un festival néo-burlesque que je coproduis avec mon ami Baron. Donc, si vous voulez venir, ça va être full le fun. Il y a des artistes de partout du Canada et des États-Unis qui vont venir. Puis, c'est ça, c'est du burlesque. Il y a de la comédie, il y a du geek, il y a du drama, il y a du gore, il y a un petit peu tout, sauf du classique glamour comme on s'entend, là. Fait que je vous invite à venir. Ça sera à l'Astral le 29 et 30 avril. Et notre headliner, notre vedette, tête d'affiche, c'est Jacqueline Box, qui est une performeur en fauteuil roulant. Et elle fait des trucs vraiment le fun. Fait que elle va donner aussi un atelier donc de mobilité, mais avec comment ça s'appelle, Mobility with a Disability. Fait que si vous voulez venir voir, ça va être vraiment le fun. Puis est-ce que toute personne peut aller à son atelier? Oui, ben, c'est ouvert à tous. En général, c'est beaucoup des artistes burlesques qui vont là, mais si tout un chacun veut y aller, c'est ouvert à tous. Fait que n'importe qui peut venir. C'est le fun. Moi, il y a un petit oiseau qui me dit qu'il y aurait une certaine Lulu les Belles Mirettes qui serait là le vendredi. C'est exact. D'accord. Ça se peut aussi. Un autre petit oiseau m'a dit que peut-être certaines geekettes qui s'appellent Fanny et Chantal vont peut-être y être également le vendredi. Donc, je dis ça de même. Ben, on verra si Lulu les Belles Mirettes voit Fanny et Chantal dans le public. On va leur faire le message. C'est beau. Parfait, merci Lulu. Moi, je vais continuer les nouvelles avec mes petites nouvelles ici. Premièrement, j'ai découvert, j'ai été à la librairie Z et je suis tombée sur la nouvelle revue Planche, le numéro 17. C'est quoi Planche au pluriel, là, avec un S? C'est une revue sur la bande dessinée québécoise. Il était en arrêt depuis, évidemment, l'événement dont on ne peut pas nommer le nom. Le Voldemort. Le Voldemort depuis 2 ans. Ouais. Donc, non, c'est ça. Donc, il est sorti finalement. Je trouvais ça super parce que je m'y attendais plus. Je me disais peut-être que c'est mort de sa belle mort, malheureusement. Mais non, ça continue. Puis, ils vont en sortir d'autres. Donc, allez vous procurer ça à la librairie Z, notre partenaire. On les aime beaucoup. Ou toute autre librairie de BD. Mais nous autres, on vous suggère pas mal la librairie Z, juste de même. Donc, c'était une de mes nouvelles. J'en ai une autre. Il y a aussi... Écoutez, vous rappelez-vous de L'impôt et l'artiste que je vous avais parlé? C'est un magazine que je vous avais parlé dans un épisode passé. Tu ris, Lulu? Ben oui, l'impôt et l'artiste, écoute, c'est rigolo, non? Juste pour le 1er avril, parlons d'impôt. Oui, c'est ça. Ben, je l'avais parlé dans un ancien épisode, puis là, je l'ai reçu. J'étais super comme surprise de l'avoir reçu comme ça parce que moi, je suis une des membres de l'OBNL Culture Montréal et ça a l'air qu'ils l'envoient à leurs membres gratuitement. Donc, hey, si tu veux le recevoir, abonne-toi à Culture Montréal. Nice. Ouais. Donc, c'est mes amis, dites-moi là, je peux vous le prêter. Là. Donc, c'est le temps. Donc, c'était mon autre nouvelle et j'en ai une troisième parce que je suis comme ça, damn. Alors, je suis tombée sur cette nouvelle comme quoi que l'organisme Québec BD, il propose une trousse pour apprendre à faire de la BD et c'est donné gratuitement. C'est Québec BD, donc c'est dans la ville de Québec. C'est dans différentes bibliothèques. Donc, il va y avoir un lien que je vais partager là, sur les réseaux des geekettes, mais c'est du 28 mars au 30 avril dans différentes bibliothèques de la ville de Québec. Vous pouvez recevoir une trousse pour faire de la bande dessinée gratuitement. Je trouvais ça super comme initiative pour encourager les jeunes et les moins jeunes peut-être aussi à dessiner, à créer, à écrire. Ça a l'air super beau comme trousse. Là. Je crois que ça vient avec un crayon, un aiguisoir, un petit cahier de dessin, des exercices. C'est vraiment mignon. Donc, allez vous procurer ça si ça vous intéresse. C'était mes nouvelles. Alors, on va continuer avec Jenny, avec tes nouvelles à toi. Oui, moi, ma nouvelle, en tant que fière étudiante de l'ETS. Represent ETS. Represent l'ETS. Écoute, j'ai appris il y a quelques semaines. En fait, je voulais vous en parler la dernière fois, mais j'étais pas là le mois passé. Mais c'est encore
d'augure parce que c'est au mois de mai. Dans le fond, la fin de semaine du 13 au 15 mai, il y a l'AN ETS qui revient aux sources, en fait. C'est la 20e édition. C'est un événement un LAN party, bref, où ce que les gens se réunissent pour jouer ensemble ou en compétition. La première édition s'est faite dans la cafétéria de l'ETS. La 20e édition va se faire dans la cafétéria de l'ETS. Donc, c'est comme vraiment un retour aux sources. Je sais que l'année passée, on fait une édition vraiment numérique, du virtuel 100%. Donc là, il se retrouve aussi. Il y a comme tout ça qui est vraiment intéressant. Il y a des tarifs si on veut participer aux compétitions. Par contre, si on veut juste aller en tant que visiteur, c'est gratuit. Il y aura des compétitions console et PC, Street Fighter, Smash Bros, League of Legends, Rocket League, Valorant, puis d'autres que j'ai peut-être pas notées. J'ai pas vu s'il y avait une compétition de Tetris, mais pour vrai, je pense qu'on devrait leur en parler. Hein? Ça se peut pas. S'il n'y a pas de Tetris, il n'y a pas de Tetris, pas de Lulu. C'est ça qui se passe. Ça, c'est pas l'ETS. Hein. Ça, c'est pas l'ETS. Pourtant, Tetris, c'est des casse-têtes, des ingénieurs, ça aime les casse-têtes. Bref, moi, je compte bien aller probablement faire un tour, surtout si c'est gratuit en plus. Puis, bref, manquez pas ça. Parfait, super. Et puis, Constance, tu as d'autres nouvelles? Toi également, une petite nouvelle. Là. Oui, ben là, c'est ça. Ben, pour ceux qui sont intéressés à la lecture, je crois que c'est quand même une bonne, une bonne partie de notre auditoire et qui ne sont pas de la région de Montréal. Eh bien, il y a le Salon international du livre de Québec qui va avoir lieu à Québec du 6 au 10 avril. Et ben, j'en fais partie. C'est mon premier salon du livre de Québec en tant qu'illustratrice invitée. Puis dans le fond, c'est ça, c'est que je vais avoir des petites séances de dédicaces. Puis dans le fond, c'est mon livre ici qui est dans le fond qui a été écrit par Catherine Ferland, qui est une historienne, qui s'appelle 15 femmes qui ont fait l'histoire du Québec. Et écoute, on est hot là. On vient de gagner 2 prix de littérature jeunesse. Le prix de la Ville de Québec et le prix du Salon international du livre de Québec. Wow! Donc, nous sommes les big shots de la littérature jeunesse lors de cet événement. Donc, ça vaut la peine de venir faire un tour, d'acheter le livre, de nous demander de le dédicacer, ça va nous faire plaisir. Il y a bien sûr plein d'autres maisons d'édition, plein d'autres auteurs qui valent la peine, plein d'autres illustrateurs aussi qui valent la peine d'être rencontrés. Donc, nos auditeurs de Québec, j'espère vous voir, ça serait vraiment le fun. Oui, on les encourage à aller te voir. Là. Puis est-ce que tu vas faire des petits dessins? Là, je dis ça, c'est pas... Je dessine pas péjoratif, des petits dessins. Des beaux dessins. Si ça avait été, je dirais, une bande dessinée ou quelque chose, que ça avait été mes propres personnages, oui, c'est sûr. Mais je dirais que j'aime mieux, dans le fond, écrire un petit mot inspirant quand je fais une dédicace. Ouais. Parce que ça reste, comment je peux dire, l'importance de ce livre-là, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment ces 15 femmes qui ne sont pas nécessairement connues, mais que vraiment leur influence et leur apport, dans le fond, dans l'histoire du Québec est vraiment important. Donc, il y a vraiment comme, je peux juste comme lister quelques noms. C'est sûr, il y a des grands noms de ce monde, tels que Rose Ouellette, dit la Poune. Il y a Alice Roby. Il y a Jeanne Benoît aussi, qui était la reine de la cuisine. Mais tu sais, il y a aussi des noms un peu plus méconnus, comme Marianne Maréchal, Marie-Claire Kirkland, qui était en politique, Maud Abbott, la chanteuse Pauline Julien. Tu sais, il y a vraiment comme ça comment je peux dire, ça fait toujours une petite... Comment je peux dire? C'est un moment charnière de leur vie qui est représenté. Donc, c'est pas une biographie complète de chaque personne, c'est vraiment justement un petit moment de leur vie, mais qui est comme grand d'importance pour nous tous. Et ça vaut la peine, je dirais, justement, pour ceux qui ont des enfants, Fanny, je pense que Christophe pourrait apprécier de savoir la part des femmes. Moi, je me le procurais depuis longtemps. Quand j'ai vu que tu avais sorti ça, j'étais comme « Ah, tellement une bonne idée! » J'étais comme « C'est vraiment parfait! » Puis je suis contente que ce soit toi qui l'as illustré également. Je suis tellement contente de ça. Puis je suis contente de la réaction que les gens ont par rapport au livre. On a vraiment du feedback positif de tout le monde. Super. Puis on a des projets d'en faire une suite et de peut-être faire des livres un peu plus... Comment je peux dire? Étoffé, voilà, puis qu'on choisisse une femme, puis que là, on fasse vraiment le tour. Puis
On en a 200 de listés. Fait qu'on a encore du travail, puis Wow. j'ai bien hâte de travailler sur les autres projets. Là. Ah, c'est super ça. Puis, tu sais, on les connaît pas assez, malheureusement, les femmes au Québec qui. On n'en parle pas assez. Dans l'histoire, en patriarcat. général, les femmes ont souvent eu un Ben là, il y a second. Marie-Mé, là, quand même. Ah oui, c'est vrai. Ben écoute, on n'enlève rien à Marie-Mé, là. Elle fait ce qu'elle a à faire à Céline, à toutes les chanteuses, mais c'est fun d'entendre d'autres métiers, Ça là. me fait rire parce que j'ai presque illustré un livre sur Marie-Mé, mais finalement, j'ai pas eu le contrat. Ça me fait juste rire qu'on a juste sorti Le monde est Marie-Mé comme petit. ça. Ouais. Mais je dois avouer que c'est une des seules chanteuses que je connais du Québec, là, fait que qui soit vraiment Céline. québécoise. C'est quoi. Céline a marqué l'histoire. Oui, mais Céline, on la connaît en France, alors que Marie-Mé, on ne sait pas c'est qui, pareil. C'est pour ça que j'ai donné Marie-Mé. J'adore ta Mais bon, il Marie-Mé. n'y a ni Marie-Mé ni Céline dans le livre. OK. Bon, ben, écoute, super. Donc, ça va terminer les nouvelles des geekettes avec ces très Attends, bonnes parce nouvelles. que Oh, attends, j'avais attends. pas compris le principe qu'il fallait qu'on dise toutes nos nouvelles en une fois, évidemment. Oui. Donc, je voulais juste dire que Fantasia venait d'annoncer qu'il serait de retour cette année en présentiel et ça va être Cocorico le 14 juillet, fête nationale française, à partir du 14 juillet jusqu'au 3 août. Fait que c'est ça. Je pense qu'ils cherchent du staff en ce moment et tout. Fait que si vous êtes intéressés, Fantasia, cet été, ça se passe. Fait que, Fait que c'est du staff employé ou bénévole? je pense les deux. Ah, les deux. Allez Mais voir je ça, suis les pas gens. certaine. Je suis pas certaine. Mais Cliquez sur Internet. Google it. C'est bon. Merci, mesdames. La librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Alors aujourd'hui, au Geekette, on a un invité très spécial. C'est Julien Morissette, qui est connu pour, entre autres, Transistor Média. Il a travaillé sur les balados synthèse diffusés sur Cube. Il y a également Signal Nocturne, où est-ce que Julien a fait l'animation et la réalisation. Mais plus récemment, là, c'est le responsable de la direction artistique et de la réalisation du Festival de la radio numérique. Ça va être du 28 au 30 avril de cette année. C'est très, très bientôt. C'est la 6e édition et ça va avoir lieu à Gatineau, dans le Vieux-Elmer. En fait, c'est inscrit dans le Vieux-Elmer, mais moi, je suis une fille de Montréal, Julien. Est-ce que c'est le même endroit? Là? Je me posais ça comme question. Oui, c'est comme c'est un arrondissement. C'est dans l'ouest de la ville. C'est le plus beau secteur de l'Outaouais. Sur le bord de la rivière des Outaouais, c'est un secteur patrimonial, bilingue, dans lequel il y a une maison sur 3 qui est hantée. J'aime bien les histoires de fantômes. Fait que Ouais, c'est nous vraiment autres, on aime une ça. forte concentration d'histoires, d'anecdotes, de paranormal et d'activités culturelles. Fait que c'est un peu le paradis pour nous. On va revenir sur les questions sur les fantômes à la fin peut-être, là, mais pour l'instant, on va se concentrer un petit peu justement sur le Festival de la radio numérique qui revient cette année là, en présentiel, là, comme on dit maintenant dans le jargon. Je sais que ça s'appelait le Festival Transistor à la base. C'est pourquoi le changement de nom? Je me suis posé la question. On a changé le nom l'année passée parce que Transistor, qui est une boîte de production de balado qui fait du documentaire, de la fiction et de la création sonore, a vu le jour après le festival. Donc, on a lancé cette initiative-là d'événements en 2017. Moi, à l'époque, j'étais encore à l'emploi de Radio-Canada. J'étais réalisateur et chroniqueur à Radio-Canada. Puis, en voyant le succès de l'événement dès 2017, on a décidé, moi et quelques collègues, de partir cette boîte de production indépendante. Et plus le temps avançait, plus la boîte prenait de l'expansion, moins on voulait rattacher ça directement à l'événement. Parce qu'on veut que notre festival soit rassembleur et on ne veut pas que les gens pensent qu'on ne fait que mettre de l'avant les productions de Transistor. Donc, ça s'est toujours appelé Festival Transistor, le Festival de la radio numérique. Et là, dès l'an passé, on a commencé à simplifier un peu en disant, il y a Cube Radio, il y a Télé-Québec, il y a Audio, il y a des boîtes de production indépendantes, des balados indépendants qui viennent aussi. Donc, on veut tasser le focus, pas simplement présenter des projets Transistor, mais bel et bien des projets de radio numérique de tous les horizons. Puis, on s'intéresse à la fois, la raison pour laquelle on appelle ça radio numérique, c'est que
oui, la technologie du podcast, c'est important et on met ça de l'avant, mais toutes les formes de radio et même de création audio numérique sont mises de l'avant dans le festival selon les éditions. Oui, parce qu'on s'entend que le balado ou le podcast, là, peu importe comment on l'appelle, ça part à la base aussi de la radio. Là, c'est un peu comme, c'est l'enfant, là, le petit-fils, je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est quand même, ça part de là à la base. Vraiment. Ben justement, tu as parlé des productions. Ça va être quoi, là? As-tu une petite idée de la programmation? J'étais voir sur votre site web, mais je n'ai pas trouvé de réponse. Donc, vu que je t'ai là, en entrevue, je voulais te le demander. La programmation, là, au moment où on enregistre, on la sort dans 12 heures environ. Là, fait que je suis bien excité de pouvoir en parler. Ça se déroule sur 3 jours. Cette année, on a mis beaucoup d'énergie dans des shows devant public, plus que les années passées même, parce que par le passé, des fois, on faisait des séances d'écoute, selon les éditions toujours, et les 2 dernières éditions ont été en ligne. Donc, cette année, on a décidé de faire appel à des balados qui étaient rassembleuses, qui attiraient des publics. Donc, on a l'équipe de Tu me niaises, donc les gars de Sexy Légal avec Jean-François Provençal qui vont être en ville pour faire 2 épisodes avec leur invitée Catherine Etier, qui est une femme que j'adore. On opine de la tête ici. Oui, vous ne totalement. voyez pas, on l'aime beaucoup. On va recevoir aussi Tout le monde saillit. Donc, un projet, un balado qu'on aime beaucoup, qui va enregistrer un épisode. Qui va enregistrer un épisode avec Suzy Bouchard, qui est une autre femme que j'admire, que j'adore, qui est une superbe autrice en humour, qui a vraiment un avenir prometteur. On va recevoir aussi donc plein de balados indépendants comme celui de Dominique Tardif, Deviens-tu ce que tu as voulu, qu'on suit depuis ses tout débuts. Cube Radio va venir présenter 2 balados, Apporte-moi ton CV, un autre balado qu'on aimait beaucoup. J'ai fait un humain aussi de Gabrielle Caron. Gabrielle, on a déjà travaillé avec elle par le passé. Aussi avec Elisabeth Cardin, chef propriétaire du restaurant Manitoba à Montréal, qui va venir nous présenter un balado sur la déconnexion alimentaire, donc sur des sujets d'agriculture. On va recevoir des émissions de Radio-Canada en direct aussi depuis le festival. Fait que vraiment, durant 3 jours, là, il y aura aussi des tables rondes sur le True Crime. Donc, les 2 filles de Captive vont être avec nous pour parler de leur projet qu'on aime. Encore une fois, c'est un projet qu'on aime beaucoup, beaucoup. Stéphane Berthomet va être des nôtres aussi pour parler de ses projets True Crime. On a aussi des invités, les gens du Paris Podcast Festival vont venir au Québec pour notre édition. De la France? Oui, c'est ça. Donc, on a des invités français encore une fois cette année. Nous, on va se rendre aussi en France pour leur festival en octobre prochain. Donc, on essaie de créer des maillages aussi entre les diffuseurs, entre les producteurs, entre les créatrices, créateurs, mais aussi entre les diffuseurs à l'international. Donc, vraiment, on veut en faire comme toujours le petit camp de vacances du podcast. Les gens sortent de Montréal, de Québec pendant 48-72 heures, se rassemblent à Gatineau et il y a des alliances qui se créent, il y a des nouvelles collaborations qui se créent dans ces moments-là. Donc, pour nous, c'est toujours important de mettre ça de l'avant. Puis, en fait, le jeudi, pour lancer le festival, on reçoit l'équipe de la Fabrique culturelle de Télé-Québec qui vient lancer un nouveau balado, dont un épisode est consacré à la musique de Carquois. Donc, Louis-Jean Cormier et François Lafontaine vont être avec nous pour lancer ce balado-là, faire une performance musicale de chansons de Carquois. Donc, il y en a vraiment, vraiment pour tous les goûts, là, de l'humour, du true crime, de l'entretien, de la musique. On est vraiment très heureux de cette prog-là cette année. Oui, je trouve que ça représente bien le milieu du podcast ou du balado, là, justement. C'est vraiment diversifier votre programmation. Je suis vraiment contente d'entendre ça. Puis je trouve intéressant aussi, c'est que vous avez des balados, pas seulement parfois des balados qui sont de saison. Je sais pas, comme des balados qui sont pas nécessairement souvent devant public. C'est vrai. Donc, ça, je trouve ça encore plus intéressant aussi. Est-ce qu'il va y avoir des frais d'entrée ou c'est gratuit? Ou... Il y a la majorité du festival, c'est offert gratuitement. Il y a certains balados pour lesquels on va vendre des billets. Donc, Tu me niaises, on va vendre des billets. Tout le monde saillit. On fait ça dans nos studios de Transistor qu'on ouvre au public. On va vendre seulement que 20 billets pour un enregistrement très intime.
Puis on finit notre festival le samedi soir avec une soirée d'humour avec plein d'humoristes qui font du podcast. Fait que ça, il va y avoir des billets qui seront vendus, mais c'est une soirée avec Catherine Etier, avec Suzy Bouchard. Donc, on les garde pour faire un show d'humour et Martin Périsolo. Donc, il y a plein d'humoristes qui se greffent à la programmation tranquillement, pas vite. On travaille encore là-dessus. Mais la majorité des événements, on les veut gratuits et accessibles. Quelques billets à 15 ou 20 $, mais sinon, c'est super accessible quand même, là, comme prix de billet. Puis en plus, ça va être très intime aussi, là, quand tu me dis qu'il va y avoir seulement 20 places, c'est quand même super intéressant pour le public. Là. Exactement. Donc, il y a des petits... Des fois, on aime ça créer des bulles, des petits happenings. Tu me niaises, on les fait dans une salle de 120 places. Il y a le show d'humour puis quelques enregistrements qui se font aussi à l'extérieur en mode festival. Donc, on veut que les gens viennent vivre l'expérience aussi qu'on vit, nous, tous les jours avec nos studios dans ce secteur-là, dans le Vieux-Elmer. Donc, nos amis qui ont une microbrasserie écœurante, qui font aussi leur podcast. Donc, tout le monde travaille en communauté, puis... c'est sur le bord de l'eau, c'est tellement hot comme quartier, puis les gens au Québec ne connaissent pas super bien l'Outaouais. Donc, c'est toujours une occasion pour nous de faire découvrir ce petit bijou de quartier. Oui, j'ai été, je crois, une fois en Outaouais, justement à Gatineau, puis j'ai toujours trouvé ça magnifique là, comme endroit. Je sais pas, les filles, est-ce que vous avez déjà été dans ce coin-là? Jenny m'a dit que oui. Je suis allée à Ottawa. C'est pas la région. C'est ça l'affaire, je me suis rendue sur le bord du pont. Malheureusement, j'ai pas pu visiter l'Outaouais. Pour les gens qui savent. Ouais, c'est ça. Pour les gens qui savent pas, c'est un à côté de l'autre. Un est en Ontario, un est au Québec. Gatineau est au Québec, Ottawa est en Ontario. La grosse division. Mais c'est très beau comme coin, là. C'est vraiment magnifique. Donc, écoute, moi, je me demandais aussi, depuis tantôt là, que j'utilise le terme, là, mais est-ce que tu as un terme que tu préfères entre balado ou podcast? Moi, j'aime les deux. Honnêtement, là, je trouve que les deux s'équivalent. Je trouve que, mettons, quand je parle de sujets plus, mettons, d'humour, je vais souvent plus parler de podcast. Puis des sujets plus documentaires, je vais juste naturellement plus utiliser le terme balado. Mais je vais aussi m'adapter selon la personne qui m'en parle, avec qui j'en parle, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'un balado, c'est un podcast. Fait que pour moi, c'est vraiment des synonymes. Puis, ça me fait rire parce que justement, on associe balado vraiment à quelque chose de très radio-canadien, parce que justement, c'est pas mal eux qui ont amené le terme. Mais c'est comme le terme, on en parle souvent au Geekette là, de ça parce qu'on fait des blagues là-dessus, mais moi, je suis d'accord que, comme toi Julien, là, je suis d'accord, balado, podcast, peu importe. Là, mais c'est ça, ça reste comme un terme plus français, comme c'est dans le fond la traduction du mot podcast. Mais c'est une petite blague. Mais pour revenir un peu au festival, en fait, les billets, tu as parlé de billets, est-ce qu'ils vont être disponibles sur votre site web? Exactement, on met ça en vente dès le 31 mars. Là, donc, un mois avant le festival, les billets sont en vente. Les jauges sont assez limitées. Puis on voulait créer cet effet de rareté-là aussi, mais il y a des événements qui sont vraiment plus grand public et ouvert à tous. Et d'année en année, ça dépend toujours de la programmation aussi. Il y a des années où on avait fait un gala de lutte à notre édition numéro 2, puis on avait 4 ou 5 podcasts de lutte. Fait que ça, je me suis dit, on avait vendu, je pense, 400 billets. Il y en a beaucoup des podcasts de lutte. Là. C'est étonnant. C'était vraiment... C'est tripant comme expérience. Quand Mike Ward est venu faire des enregistrements à notre festival aussi, on avait plusieurs centaines de personnes. Quand la soirée est encore jeune, est venue aussi. Moi, j'aime à la fois, des fois, il y a des événements qui sont des séances d'écoute. Je me souviens d'une année où on a fait Ferry en écoute devant public, avec comme très peu de gens dans le noir, sur des divans. Il y avait peut-être une cinquantaine de personnes. Ouais. J'aime autant ça que quand on a des foules avec 500 personnes. Donc, je trouve que c'est aussi ça la beauté du podcast, c'est de pouvoir avoir des communautés qui sont tissées serrées, des communautés qui sont comme très fidèles à certaines personnalités ou à certaines émissions, et des trucs qui sont super larges, qui sont vraiment plus étendus. Fait qu'on essaie de représenter ça aussi dans le festival année après année. À t'en entendre parler par la programmation, là, c'est super bien représenté, cette diversité-là. C'est vraiment bravo. Là. Je vais terminer l'entrevue avec une petite question un peu rigolote, là, parce que c'est pas vraiment une vraie entrevue des geekettes si on met pas un petit peu d'humour là-dedans. Yes. Donc, moi, je me demandais, là, c'est quoi ta tâche ménagère préférée en écoutant un balado? Je pense que ce serait plier les vêtements.
Ouais. J'ai 2 enfants en bas âge, puis j'ai l'impression de faire du lavage à tous les jours. Là. Ça devrait pas être de même, mais je sais pas, les draps, les vêtements des enfants, tout le kit, puis c'est apaisant et je sais pas, il y a de quoi qui me plaît beaucoup. Fait que quand je sais que j'ai une brassée de lavage à faire puis à plier, je sais que je m'enfile mes écouteurs puis que je vais écouter des bons podcasts. Puis des fois, ça finit par me prendre vraiment du temps plier Oui, c'est vrai. brassée. Fait que ça veut dire que le podcast est bon dans ce temps-là. True crime et lavage. Ça, Oui, là, exact. c'est un combo merveilleux. Tellement, je suis tellement d'accord. Ouais, moi, c'est la vaisselle de mon bar. Et où je suis d'accord que ça prend du temps quand tu écoutes du podcast. Là, J'avoue que la vaisselle aussi. Ouais. Donc, on dirait que moi, je dirais toute tâche connexe. Ouais, c'est ça. C'est comme passer le balai, la vaisselle, le ménage, laver le bain. On dirait que tout se fait bien avec un podcast. Sauf l'aspirateur. Ouais. Ouais. C'est Sauf vrai. l'aspirateur. Mais Ouais. le petit robot, là, ça compte. Tu peux peser ses pitons, il part tout seul. Le petit robot aspirateur, là, ça, c'est correct, je pense. Mais Tu bon, mets un podcast au petit robot là, oui, pour c'est que ça des passe petits plus vite. écouteurs. Des petits écouteurs de robots. Ouais, je me suis toujours dit que des commanditaires de produits ménagers devraient, ils devraient commanditer des podcasts parce que. T'as tellement clairement- raison. Là. Oui, faut Genre, aller les ouais, chercher. c'est vrai. C'est Ouais. vrai. Vraiment. Là. Fait que je te Aïe, pitch l'idée, là, va chercher ça Ouais. pour votre Bonne festival. idée. Je vais te donner une cote, Fanny. Bon, c'est pas obligé. Donne-moi des billets gratuits, ça va être correct. Ouais, excellent. Le mois Parfait. prochain, le Vie secret des geekettes va être commandité par Dyson. Ça serait malade. Tous des aspirateurs pour tout le monde. Ouais, vraiment silencieux. Là. Ah, ça serait merveilleux. Bon, on part. Écoute, on va revenir. Le festival, justement, festival de la radio numérique, il va avoir lieu du 28 au 30 avril 2022. Allez, le site web, est-ce que tu pourrais nous dire le site web? Je ne l'ai pas devant moi. Festivalradionumérique.com. Sinon, il y a le site web de Transistor, transistor.media qui nous ramène au festival pour la billetterie. On a de la merch, on a plein d'affaires. Oui, c'est beau. sinon- Des beaux crew shirts, je Ouais, crois. c'est ça, Des les- casquettes sont vraiment beaux. C'est vraiment beau. Exact, ben merci. Fait que suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, site web et tout ça. On partage l'info. Puis on est bien accueillants, je pense. Alors, il y a des gens partout en province qui viennent du public année après année. Fait que venez faire la fête et voir des balados avec nous, écouter des balados avec nous en Outaouais du 28 au 30 avril. Parfait. Ben, merci beaucoup, Julien, pour cette entrevue. Ah ben merci à vous quatre. Puis je vais aller faire une petite brassée. En écoutant les geekettes, là. Oh yes. Hey, merci beaucoup. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site Web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites Web à partir de 750 $ Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications Web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418 335 0804. Bonjour, Jenny. Salut Fanny! Aujourd'hui, tu vas nous parler de Station 11. Oui, une super série de 10 épisodes, dans le fond. Série télé. Oui, je me lance. Oui, Tu m'as passé parfait. la porte, Vas-y. je la prends. Oui, Donc, vas-y. Station 11, c'est une mini-série de 10 épisodes basée sur un livre de Emily St. John Mandel, une Canadienne. Je pense que c'est une Colombie-Britannique, si je ne me trompe pas. Une série basée sur un de ses livres. Elle a écrit quelques livres. Là. J'ai fait des petites recherches, puis j'ai trouvé ça. Le livre a paru en 2014 et je l'ai acheté aujourd'hui. Donc, je viens tout juste de commencer la lecture pour faire la comparaison. Donc, je ne pourrais pas vraiment faire une comparaison série-livre, mais je vais vous parler de la série quand même. Pour vous faire une introduction, dans le fond, je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière du livre qui explique bien la série. Les gens travaillent là-dessus, hein, c'est parfait. Là. Oui, c'est ça. Le premier jour, éclosion de la grippe georgienne, on estime qu'elle pourrait contaminer 99% de la population. 2 semaines plus tard, la civilisation s'est effondrée. 20 ans après, une troupe présente des concerts et des pièces de théâtre aux communautés regroupées dans des campements de fortune. La vie semble de nouveau possible, mais l'obscurantisme guette, menaçant les rêves et les espérances des survivants.
Bref, c'est post-apocalyptique. Je voulais vraiment souligner que le livre a été écrit en 2014 et que le tournage a commencé en janvier 2020. Donc, ça faisait déjà un moment que c'était sur la table. Aucun lien avec Voldemort. Mais on s'entend que je l'ai écouté récemment, ça va. Il y a 2 ans, j'aurais peut-être eu une émotion un peu différente. La série met en scène Mackenzie Davis, qu'on a vu dans Terminator, dans Halt and Catch Fire, dans le rôle de Kristen adulte. On trouve aussi Himesh Patel, qui est aussi dans Yesterday, Don't Look Up. Dans la série, il joue le rôle de Jeven, que j'ai un peu je vais le dire comme il faut. Et on retrouve aussi la jeune Matilda Lawler, qui joue la jeune Kristen. Bon, là, j'ai parlé 2 fois du même personnage à 2 époques différentes. Et oui, on parle de discontinuité chronologique dans la série. La série se passe à plusieurs époques en simultané, là, des brides de par-ci par-là, soit avant la grippe, durant la montée de la grippe et 20 ans après la grippe. Et ça couvre la vie de plusieurs personnages qui, a priori, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Je vais expliquer un peu la situation de départ, le lien entre Christian et Jeven, sans rien dévoiler de trop grand. C'est vraiment, ça se passe dans la première série, on voit des extraits dans la bande-annonce. Il n'y a pas de divulgateur là-dedans. Dans le fond, on suit principalement l'histoire de Christian qui, à l'époque, c'est une jeune actrice dans une pièce de théâtre présentée à Chicago. Là, en commençant le livre, la série se passe à Chicago, le livre se passe à Toronto, donc une petite différence ici, probablement due au réalisateur. C'est à la suite de la représentation que Christian fait la connaissance de Jeven, qui assistait à la représentation, puis il est arrivé un drame pendant la représentation. Suite à toute cette commotion-là, la personne qui devait s'occuper de la jeune Christian, qui a à peu près 10 ans, c'est vraiment un enfant, est introuvable. Là, Jeven, qui ne connaissait pas du tout Christian avant, a pris la décision de la raccompagner chez elle pour être certaine qu'elle se rende à la maison parce que ses parents n'étaient pas présents. En arrivant à la maison, personne ne répond. Il y a quelque chose de vraiment bizarre qui se passe. C'est vraiment au moment où la grippe, la folie de la grippe a monté. Il a reçu des appels, il y a des trucs vraiment weird. Donc, il prend la décision de rapporter la jeune Christian avec lui puis de la prendre sous son aile. Bien évidemment, les nouvelles, tout dégrégole. Bref, ils se retrouvent un petit peu coincés ensemble dans cette histoire de grippe mortelle. On retrouve aussi Christian 20 ans plus tard, qui, elle, fait maintenant partie d'une troupe de théâtre nomade, dans le fond. Puis c'est ce que j'ai vraiment apprécié de la série, c'est qu'il y a vraiment un côté artistique de la culture et tout. Elle fait partie d'une troupe nomade et il se passe certains trucs, je ne vais pas trop dire d'histoire, mais il y a des drames, il y a des situations, il y a des intrigues, bref, dans une série comme ça. On ne va pas divulgacher. Non, je ne vais rien divulgacher. De toute façon, la façon que c'est monté, c'est tellement des petites brides temporelles par-ci, par-là qui finissent par s'emboîter. Fait que si je dis quelque chose, je pourrais dévoiler quelque chose qu'on apprend en la 7e ou 8e épisode. Là. Donc, c'est vu que c'est pas chronologique, dis-je, ben, c'est comme plein de petites brides. Tu comprends ce qui s'est passé avant, tu comprends des liens. Des petits mystères là, qui planent. Ça, c'est quoi ce bout-là? Pourquoi il se passe ça? Ouais. Ça garde. Ouais. 2 choses que je vais dire. La BD a l'air malade. La bande dessinée? Oui, il y a une bande dessinée une bande dessinée dans la série qui a l'air malade. Et j'ai vraiment ri quand on trouve un regroupement de femmes enceintes. C'est tout. OK. C'est la fin du monde. OK. Il y a plusieurs femmes enceintes ensemble à un moment donné. Moi, ça m'a fait... Ce scénario-là m'a fait vraiment rire. Mais c'est impossible, des femmes enceintes ensemble. En tout cas, non, mais je vais pas repartir là-dessus, mais bon. Écoute, c'est la fin du monde. Bref, quand tu l'auras vu, on en rediscutera. Oui, ça m'intrigue ça. Les gens qui me connaissent quand même pas mal, ils savent que j'ai un amour particulier pour les séries puis les films post-apocalyptiques parce que j'aime vraiment ça, voir
les idéations, comment les gens voient la fin du monde, qu'est-ce qui était la cause, qu'est-ce qui devient important après ça, qu'est-ce qui disparaît, qu'est-ce qui reste. Pas nécessairement juste les trucs de zombies, là. Je veux dire, zombies, c'est clair, mais c'est vraiment le post-apocalyptique, les maladies, les guerres, les catastrophes naturelles. C'est ce côté-là de voir qu'est-ce qui en reste, puis qu'est-ce qui cause la fin de la société comme on la connaît aujourd'hui, puis qu'est-ce qui reste à la suite de ça. Puis c'est ce que j'ai vraiment, vraiment aimé de Station Eleven, c'est vraiment le côté culturel. Parce qu'avec ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années, on s'est vu on a remarqué que c'est vraiment un bout de la société qui mange la claque quand on perd toutes nos ressources puis nos repères. Mm-hmm. Mais qu'en bout de ligne, c'est aussi la source de distraction puis de bien-être d'énormément de personnes, si ce n'est pas tout le monde. Fait que de voir une société détruite, une gang de troubadours qui se promènent avec leur troupe de théâtre pour aller divertir les gens. Il y a même une histoire de musée de civilisation pour garder la culture vivante, pour qu'on se rappelle de ce qui est passé. Qu'est-ce qui s'est passé apparemment. C'est comme un côté qu'on voit rarement dans les trucs post-apo, le côté culturel, le côté spectacle. Souvent, la musique va rester parce qu'on a moyen d'écouter ou de jouer de la musique, mais le théâtre, c'est l'art vivant est moins présent, on dirait. Puis je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant que ça soit comme un peu... C'est vraiment comme la base un peu du concept. Là. Le théâtre, ça relie tout. Fait que, bref, j'ai vraiment aimé la série. J'ai pris le temps de l'écouter parce que j'avais pas beaucoup de temps. Fait que j'ai pris le temps. C'était un petit moment bonbon à chaque fois que j'écoutais un épisode. C'est des épisodes de 45 minutes, ça passe quand même vite. Il y en a juste 10. C'est une mini-série, donc il n'y aura pas de saison 2, à moins d'avis contraire. Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte de lire le livre et de pouvoir comparer. Ah, c'est intéressant ça. Parce que justement, je me demandais, est-ce que ça se termine au même moment que le roman? Mais là, tu n'as pas terminé le roman, donc tu ne peux pas le dire, évidemment. J'ai mais non, lu c'est super intéressant. 20 pages du livre. C'est correct. Là. Je ne suis pas rendue là encore. Je pensais avoir un peu plus de temps pour lire un peu avant l'enregistrement, mais finalement, la vie. Donc, ça se regarde où? Sur Crave. C'est HBO Max, je pense, c'est une création de Max. Fait que c'est disponible sur Crave. Est-ce que sais-tu si c'est une production américaine? Je pense que oui. Là, je dis ça, mais... Tu dis que l'autrice, elle est canadienne, puis Mackenzie Davis, elle est canadienne. Elle est un alumni de McGill, entre parenthèses. D'ailleurs, juste pour dire, c'est elle qui joue la blonde de Kristen Stewart dans Happiest Season. Alors, pour vrai? OK. Je pouvais plugger Kristen, fait que voilà. C'est une mini-série américaine. Oh, OK. Basée sur un livre canadien. Un livre canadien. Intéressant. J'ai fait une petite J'ai googlé. J'ai googlé. Hashtag technologie. Hashtag technologie. Super, Jenny. Écoute, tu recommandes ça dans le fond des gens qui aiment le post-apocalyptique ou... C'est pas... Tu sais, mettons, c'est pas sanglant comme beaucoup de trucs post-apo. De trucs de zombies, là? Ouais, c'est vraiment pas comme ça. C'est pas un thriller, c'est pas drôle. C'est comme plus un suspense, je dirais. J'ai la misère à vraiment non, je comprends. Il y a une limite un peu de sci-fi parce que c'est un peu étrange. Puis des fois, il y a des trucs qu'on n'est pas trop sûr d'où ça vient, mais c'est plus poétique que sci-fi, en fait. Quand à y repenser, là, c'est plus imagé, mettons. C'est contemplatif. Non. Je ne dirais pas contemplatif parce qu'il n'y a pas des... ouais, c'est un long silence. Parce qu'il n'y a pas de long... Tu sais, oui, mais non, parce qu'il n'y a pas des longs moments... Moi, dans ma tête, contemplatif, c'est qu'il y a vraiment des séquences où tu fais juste regarder. Contemplatif, c'est chiant. Ça. Mais non. Hey, pour vrai, j'aurais vraiment aimé ça pouvoir mettre un mot dessus. Là. C'est pas une comédie. C'est pas effrayant. Je dirais que c'est pour tout le monde. Parfait. Écoute, est-ce que tu peux répéter le titre et où est-ce que c'est disponible? Ça s'appelle Station 11, Station 11 en anglais. Mais même le livre en français s'appelle Station 11. Et c'est disponible sur Crave. Parfait. Bien, on va aller voir ça. Et puis, c'est un genre de drame mystérieux
ambiance, tout ça. Extrêmement bien coté sur Rotten Tomato. Ouais, très, très bon. Très, très bon. Alors, on va aller écouter ça. Merci beaucoup, Jenny. Plaisir. Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2$ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes. Il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires. C'est au patreon.com/geekette, geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geeketteavecun.ca, geeketteavecun.ca. Bonjour, Lulu. Allô, ça va bien? Ça va super bien parce que tu vas nous parler d'un dessin animé. Oui. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Oui. Ça s'appelle Turning Red. En français, c'est Alerte rouge. C'est un titre français, bon, voilà. Donc c'est un film, c'est un Pixar, il est disponible sur Disney+. Il devait sortir au cinéma, mais avec tout le truc de Covid, finalement, ils l'ont fait juste sur la plateforme Disney+. Fait que ça, c'est un peu plate, parce que je l'attendais au cinéma, puis je le trouvais jamais. J'étais comme, mais c'est quand qu'il sort? Puis là, voilà, bon, la petite déception. Turning Red, c'est réalisé par la Canadienne-chinoise Domichi. Donc, pour juste la mise en contexte, là, ça m'a fait un petit peu capoter hier parce que j'ai vu qu'elle avait juste 32 ans. Puis là, j'étais comme, quoi? Elle est gagnante de l'Oscar du film d'animation en court film d'animation pour son super beau Bao en 2018. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Il est sur Disney+, aussi. Puis il est disponible, il est facilement trouvable, mettons. Fait que c'est elle qui avait fait Bao. Donc après ce grand succès, on lui a donné les rênes pour un long métrage, donc qu'elle a transformé, elle a écrit et elle a réalisé Turning Red. Dans le fond, Turning Red, c'est quoi l'histoire? C'est genre comme Picture It, Toronto, 2002. On suit dans le fond May, qui est une ado, donc sino-canadienne de 13 ans. Et en fait, un beau jour, elle va se transformer en gros panda roux dès qu'elle a une émotion un petit peu trop forte. Fait que dans le fond, il faut qu'elle tame un petit peu, tu vois, il faut qu'elle apprivoise ses émotions pour rester en mode humain, sinon elle tourne. Donc là, elle va arriver plus ou moins à contrôler. Donc c'est vraiment l'histoire, c'est elle qui gère cette situation, entourée de ses amies hilarantes. Et évidemment de sa mère, ses parents, plus particulièrement sa mère, voire sa grand-mère. Donc c'est vraiment ça l'histoire. Évidemment, c'est une métaphore pour la puberté, on ne va pas se le cacher. Et oui, on voit une boîte de tampons à un moment donné. Oh. En fait, une pile de serviettes hygiéniques, en fait. Une pile de serviettes, excusez-moi. Turning Red. Oui, Turning Red. C'est pour ça que tout le monde chialait, parce que là, on parle des règles. Non, voyons. Les gens. C'est ça. C'est vraiment, en fait, un film sur comment est-ce qu'on navigue comme son existence quand on sort, en fait, de l'enfance, puis du cocon maternel. Dans le fond, c'était vraiment ça. Comment est-ce qu'on tend vers soi-même en tant qu'adulte quand tu as 13 ans, puis que là, tu essayes de sortir de ton shell, tu vois. Le staff presque du film est presque entièrement féminin, presque 100%. Fait que tout ce qui est réalisation, écriture, production, c'est toutes des madames. Et ça paraît parce que les personnages principaux puis importants sont quasiment tous féminins. Il y a juste un ou deux messieurs qui traînent par-ci par-là, mais qui ne font pas partie vraiment du corps de l'histoire. Donc pour les thèmes du film, on a un petit peu de l'éveil amoureux, beaucoup de c'est quoi être un ado, c'est quoi être awkward avec tous ses amis, tu sais, quand par exemple May qui dessine son crush en merman, par exemple, c'est comme les petits dessins à la con qu'on faisait quand elle se cache dans son petit carnet puis qu'elle fait des, tu sais, avec des cœurs, des machins loves bidule, tu vois, ce genre de choses, tu sais. C'est tellement cute. Et évidemment, donc elle a des amis et elle fangirl, mais assez solide, sur un groupe qui s'appelle Four Town. Puis c'est vraiment comme tous les boys bands que vous connaissez en un seul band, avec la tune, mais de malade. Nobody Like You. Tu vois, comme jamais j'ai rencontré quelqu'un comme toi.
Uh-huh. Ils sont tous habillés tout en blanc la plupart du temps. Ils ont chacun, il y en a un qui s'appelle Robert, mais c'est écrit A-I-R-E, parce qu'il est tellement français qu'il s'appelle vraiment Robert. Robert. Ah, Robert. drôle. Et je me Constance, pouvais t'avais une plus. question? Oui, c'est ça. Je voulais Vas-y, juste faire une vas-y. anecdote, justement, parce que Tu peux en couper, tant hein. que cadeau qui avait exactement 13 ans en 2002, je tiens à dire que la scène du carnet de Mei, c'est ma vie. C'est identique. Si je sortirais un de mes vieux agendas en arrière de moi en ce moment, puis que je commencerais à fouiller mon agenda de 2002, j'ai exactement les mêmes dessins, là. C'était... On essaiera de prendre on prendra des photos de nos vieux agendas adolescents. Là. Je suis sûre qu'on en a tout un en quelque part là, qui traîne, là, qu'on n'a pas osé jeter. À faire, on va faire ça. Ah, je me suis sentie très, très identifiée par ce film. Ah non, c'était comme absolument. Tu pars le film, puis dans les 5 premières minutes, j'étais genre pourquoi suis-je tant attaquée de tous bords? C'était vraiment exactement comme. C'est clair que chaque personne ici va se reconnaître dans ces personnages-là, dans une des 4 filles, c'est certain. Oh là 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 là. Les filles, elles ont vraiment, comme le design, elles sont très expressives. Il y a beaucoup de slow motion pour montrer comme des expressions faciales vraiment exagérées, mais qu'on fait en fait tous les jours. Il y en a plusieurs, j'étais comme oui, c'est clair que je fais ça quand c'est exactement ça. Donc c'est vraiment sur friendship. C'est quoi être ado? C'est quoi être un petit peu con comme ça? Et puis, il y a aussi vraiment le côté plus familial avec la pression, l'attente que les parents ils ont de toi, la pression sociale, la pression familiale. Mei, elle vient quand même d'une famille chinoise, fait que c'est vraiment la mère très, il faut être parfait, il faut vraiment comme... C'est vraiment... Vas-y, mais t'es pas obligé de lever la main. Ouais, non, mais je veux juste demander quand même, je veux pas t'interrompre. Mais c'est justement ça aussi, je voulais en parler de l'aspect chinois de la chose, parce que j'ai vécu en Chine. Et justement, Domichi vient de Chongqing, en Chine. Ses parents sont originaires de là. Puis, comment je pourrais dire? Moi, je veux dire, j'ai vu comment que ça fonctionnait, la vie en Chine. Donc, c'est de voir des immigrants de première génération vraiment comme arriver à Toronto, puis comme avoir encore cette culture forte chinoise-là qui est vraiment comme propre à eux, puis le voir représenté fidèlement dans ce film-là, moi, ça m'a jeté à terre. J'imagine n'importe qui est de première génération à Toronto doit capoter sur ce film-là, ben raide. Moi, qui est pas chinoise, j'ai vu vraiment comment je peux dire, j'ai vu la représentation de façon incroyable dans ce film-là. Là, ça paraît qu'il a écrit, tu sais. Elle parle de choses qu'elle connaît. Là. Et d'ailleurs, son court-métrage Bao, c'était aussi clairement, tu sais, c'était inspiré. Là, c'est comme, elle a pas sorti ça de son chapeau, out of the blue. Là. Fait que ça, c'était vraiment, c'était quand même, parce que là, évidemment, qu'on veut te montrer une famille asiatique avec vraiment des attentes exagéré, maternelle, mais c'est quand même, tous ces thèmes-là sont quand même assez universels, c'est comme, on n'est pas sino-canadienne, mais quand même, on aimerait ça que nos parents soient fiers, puis on veut quand même, on aspire quand même à quelque chose. Des tensions exactement. Tu as toujours ta tension, parents. t'as toujours toi tu voudrais que je sois comme ça, mais moi je vais être comme ça, puis je veux pas te décevoir, mais c'est ça qui est ça. Mais on voit aussi que c'est un thème récurrent avec Encanto aussi, qui est sorti quelques mois avant. C'est vraiment comme en ce moment, Disney sont en train de faire une espèce de gros speech sur le trauma générationnel. C'est ça. C'est tous les adultes en ce moment qui parlent de ça, de leur trauma d'adolescence et d'enfance. Là. Ouais. Mais tu sais qu'elle a 32 ans, là, les gens de Encanto, je ne sais pas quel âge ils ont, mais ils doivent avoir peut-être 40, 45 ans. C'est quand même notre génération. Là, exactement. C'est comment les milléniaux font des films d'animation pour enfants qui sont en fait pour adultes. Fait que c'était bien intéressant. Puis en parlant de ça aussi, il y a quand même une grosse... la représentation dans le film est super intéressante. Ça se passe à Toronto, c'est très multiculturel. On voit des gens dans leur vie de tous les jours qui marchent dans la rue, qui sont au travail, etc. Puis il y en a qui ont des turbans, il y en a qui ont comme leur hijab. Il y en a beaucoup en fauteuil roulant aussi qu'on voit. Soit ils font partie de la scène, soit c'est en arrière-plan.
des gens avec des patchs, je pense, pour le diabète, des enfants avec un patch pour le diabète, etc. Ils sont là, comme tu les vois, ils sont à un party, ils sont à la classe d'école, et ils sont juste là, comme n'importe qui, alors qu'avant, on voyait vraiment pas ça. On voyait pas ça. Tout le monde était genre juste, tout le monde était blanc avec un noir. Tout le monde était blanc et en forme, ouais. Mais là, c'est comme, même s'ils n'ont pas un rôle actif, certains personnages de la diversité ont un rôle actif autre que le main cast, mais la plupart, c'est comme, tu vois juste des gens vivre leur vie, quoi. Ils sont dans Toronto, quoi. Ils marchent. J'avais lu dans un rapport sur les dessins animés destinés aux enfants, justement, qui recommandait fortement de mettre des personnages handicapés avec des handicaps ou autres de la diversité, parce que particulièrement avec des handicaps, parce qu'il y en a tellement pas dans les dessins animés. Puis c'est important parce qu'il y en a là, des personnes là, comme ça. Donc, qu'on connaît tous. On a tous des amis là, qui sont différents de la norme, entre gros guillemets. Là. Donc, c'est super important de les représenter, même si c'est pas un personnage. Tu sais, il faut qu'il y en ait, là. Mais c'est vrai que je l'ai remarqué. Tu vois, je regardais le film et j'ai fait comme c'est comme. Ouais. Je l'ai remarqué. Ça veut dire que je l'avais jamais vu avant. Ça veut dire qu'avant, ça s'était pas fait. Il y en avait Parce pas. que sinon, je l'aurais pas remarqué, tu vois. Ouais, c'est mieux que... Le but, c'est quand même que ça se passe encore dans 2, 3, 4, 5 ans, puis que je le remarque plus, tu vois. Parce que je serais habituée à ça. Mais... Je pense qu'il y avait les créateurs de South Park qui avaient reçu un prix pour un de leurs personnages. Il y avait un personnage handicapé, mais tu sais, c'était comme parmi les seuls, là, tu sais. Mais je te laisse continuer ta chronique. Non, mais c'est ça. Ben, en fait, donc, c'est ça, c'est très multiculturel, mais ça se passe à Toronto. Puis là, souvent, quand ça se passe dans une ville qui n'est pas aux États-Unis, c'est juste, ça se passe là. Fait que là, tu vois juste le landmark de la ville. Ça se passe à Paris, il y a la Tour Eiffel, puis that's it, that's all. Mais là, c'est vraiment ancré dans la ville. C'est au Canada. Fait que c'est Toronto, mais c'est ancré dans la ville. C'est pas juste la Tour CN en arrière-plan, même si on la voit vraiment beaucoup. On voit quand même le Chinatown de Toronto. Les billets de banque, quand ils payent, c'est vraiment, tu vois. Les billets canadiens. C'est vraiment les billets canadiens. Les filles, elles vont au dépanneur. Elles s'en vont pas au Walmart, là, elles vont au dépanneur qui ressemble à un dépanneur avec un jeune à bouton derrière le truc qui est au dépanneur. Inconnu du dépanneur. Elles prennent le tram aussi. Je ne me rappelle plus le nom du tram de Toronto, mais c'est clairement ça. De ce que j'ai lu, ils ont même reproduit les sons que fait le tram. C'est le vrai son. Leur école secondaire s'appelle Pearson High. Et en fait, sur le tableau en fait, de l'école, il y a un tableau comme un marquis, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Puis tu sais, c'était vraiment écrit, ce mois-ci, c'est le Canadian Indigenous, je ne sais pas le dire... c'est comme le mois des autochtones canadiens, c'est comme des droits, etc. Fait que tu sais, c'est vraiment très ancré au Canada. Il y a, évidemment, il y a des gens qui ont un t-shirt canadien. Au déjeuner aussi. C'est ça, tu sais, c'est vraiment... ils ont pas juste fait un background, voilà, et la Tour CN, ça se passe au Canada et pas à New York. Ils ont mis des détails qui sont importants. C'est ça. C'était quand même le fun. Fait que, finalement, comme le film, c'est pour qui? Alors... Évidemment, tout le monde, ces 4 filles de 13 ans, c'est juste pour les petites filles de 13 ans. Non, c'est pour tout le monde. Tu vas voir Vin Diesel, dans Fast and Furious 12, et pourtant tu lui ressembles pas, Fait que peut-être que tu pourrais regarder aussi Turning Red après avoir vu Fast and Furious 12. Fait que c'est pour tout le monde. L'animation est vraiment magnifique, c'est vraiment très très cute, c'est très coloré. Et puis c'est très très drôle. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup ri. Je sais pas si c'est parce que je me voyais à travers ces 4 filles-là, particulièrement Abby, j'avoue. Anyway, je sais pas. Donc c'est le toupette, c'est le pas trop enthousiaste et en colère dans toute sa vie, mais c'est ça. Mais c'était vraiment le fun. C'est quand même pas un film pour enfants qui dure 1h20, là, ça dure un peu plus longtemps. Je pense que c'est 1h45 minimum jusqu'à 2h. Mais tu sais, tu vois pas le temps passer. Je l'ai regardé avec Stéphane, puis il a bien aimé ça. Mon chum aussi a adoré. Fait que je le recommande vraiment pour tout le monde. Fait que juste pour extrapoler. Oui, il y a eu les Oscars il y a très peu de temps. Encanto a gagné l'Oscar du meilleur film d'animation. Il était en compétition contre The Mitchell and the Machine, qui est sur Netflix. Bon. Alors, c'est ça, recommandation de films d'animation qui sont soi-disant pour enfants, mais qui sont pour adultes. The Mitchell and the Machines.
dans un autre registre qui était aussi aux Oscars, mais que je n'ai pas vu. Ça s'appelle Flea. C'est un film d'animation en 2D, mais ça, c'est vraiment pour adultes. Donc, de ce que je comprends, c'est l'histoire d'un immigrant iranien qui s'en va au Danemark. C'est un film danois. Enfin, il était en fait, c'est une histoire vraie. Donc, il était en lice pour meilleur film d'animation, meilleur documentaire et meilleur film étranger. Donc, c'est un film danois. C'est un Iranien qui s'en va immigrer un peu de force, hein, c'est de dire, au Danemark. Et c'est son histoire, c'est un Iranien gay qui arrive au Danemark. Et apparemment, c'est excellent. Je ne l'ai pas vu, mais il est sur Prime. Il est déjà sur Prime, fait que c'est le film que je vais regarder ce soir, par exemple. Je pense que ça dure 1h30. Et apparemment, c'est fantastique parce que c'est vraiment un documentaire. C'est pas fiction, mais c'est vraiment un documentaire, mais en dessin animé, dans le fond. Et fait que c'est super intéressant. Et évidemment, mes chouchous, qu'on ne parle pas souvent, Stop Motion, Missing Link, et des studios Laika, Missing Link et Kubo and Two Strings, qui sont super facilement trouvables, soit sur Prime, soit sur Netflix. Puis je vous recommande d'aller les regarder. C'est très intéressant si vous aimez l'aventure, puis pour changer un petit peu du style de Pixar, Disney, etc. Ouais, c'est plus artisanal, un peu plus. C'est ça, c'est vraiment du stop motion, fait que c'est avec des petites pâtes à modeler fancy. Oui. C'est super bon. Fait que c'est ça. Allez donc voir Turning Red, puis checker le cinéma d'animation parce que c'est pas juste pour les enfants. Oui, excellent point. C'est super important de le mentionner parce que malheureusement, il y a encore des préjugés sur le cinéma d'animation. Il y a même eu quelques controverses là, par rapport à ça aux Oscars. Ouais, c'est ça. Amy Schumer a fait un petit call que j'ai pas apprécié. Ouais, il y en a parlé j'ai même pas... Ouais, ben les gens, en fait, pour revenir là-dessus rapidement, c'est que je pense qu'il fait une blague comme quoi que les adultes étaient forcés d'écouter des films d'animation. Mais c'est ça, en gros, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants encore, mais on sait tous, on est au Geekette, on sait que c'est pas juste pour les enfants, puis que l'animation, c'est un art en soi. Et aller écouter des films d'animation, c'est important. Ils nous font croire que c'est pour les enfants, mais c'est pour les adultes, parce que les enfants, la moitié du propos leur passe. Ils comprennent pas, c'est ça. Ils voient juste des belles couleurs flotter. Hein. Je connais aucun enfant qui a écouté un film de Disney au complet. Leur attention span est beaucoup trop bas. Ils écoutent la moitié, puis ça revient. Ils vont l'apprécier plus tard quand ils vont être des adultes. C'est ça. Parfait. Hey, ben merci beaucoup, Lulu, pour ta chronique sur Turning Red qui est disponible sur Disney+, c'est ça? Disney+. Parfait, merci. Alors, je vais terminer cette émission avec une petite suggestion d'une bande dessinée. Ça va être assez rapide là, parce que c'est quand même une BD que j'ai lue récemment. Ça s'appelle Les sentiments du prince Charles de la Suédoise Liv Strömquist. Évidemment, je ne parle pas du tout le suédois et je n'ai pas lu en langue originale. Je l'ai lu en traduction française. C'est aux éditions publiées sous le signe noir de Rackham. Alors, c'est toute une maison d'édition. Ça fait penser à Tintin un peu, le titre. Est-ce qu'ils vont se faire poursuivre par les ayants droit? Parce que ceux de Tintin, ils sont pas vraiment... les héritiers de Tintin n'aiment pas ça. Là. Donc, écoute, peut-être que j'ai une édition qui va devenir super rare parce qu'ils vont obliger de changer de nom. C'est ça. Fait que je vais garder ça précieusement. Rackham le cramoisi. C'est ça. Donc, cette BD-là, c'est quoi? En fait, c'est une bande dessinée qui ressemble beaucoup plus à un essai féministe qu'à une bande dessinée. Je vais m'expliquer. Le dessin est très simple. On dirait même pas que c'est une dessinatrice qui l'a... On dirait que c'est plus une scénariste qui a décidé de se mettre au dessin. Donc, c'est pas vraiment la force de la BD, le dessin, parce que c'est seulement en aplat noir et blanc. Et puis, tu sais, c'est correct, mais sans plus, j'avais un peu l'impression de lire un fanzine, sincèrement. C'est pas négatif en tant que tel, parce que c'est super intéressant ce qu'elle a écrit. C'est vraiment un essai féministe sur les relations hétérosexuelles hommes-femmes, les problématiques dans ce genre de relations-là. Puis, c'est très recherché. Il y a une très grosse recherche dans son texte. Puis, pourquoi ça s'appelle « Les sentiments du prince Charles » ? Parce que ça commence vraiment avec une citation du prince Charles. Je pourrais vous la lire si vous voulez, parce que c'est quand même assez rigolo. On demande au prince Charles « Êtes-vous amoureux ?» Celui-là, le prince Charles il va répondre « Oui ». Puis là, il va répondre par la suite « Quel que soit le sens du mot amour ».
Ah! C'est comme toutes les femmes, on aime ça se faire dire ça par notre chum, hein? C'est sûr. Romantique, ce Charlumet. Cool. C'est ça. Ça explique beaucoup de choses, mettons. Donc, elle va passer le reste de sa BD avec son essai où est-ce qu'elle va citer des psychanalystes, entre autres. Là. C'est vraiment toute sa recherche qu'elle nous montre, mais elle dessine, donc elle va rendre ça super accessible. Parce que, tu sais, moi puis toi, puis vous autres, on va pas nécessairement aller lire des essais de psychanalystes, mais moi, je suis très à l'aise de lire une bande dessinée qui me résume toutes les lectures, puis elle va vraiment mettre ses sources aussi. Donc, elle va parler, entre autres, des problématiques qu'il y a dans les sitcoms américains, où est-ce qu'il y a des personnages qui reviennent souvent, l'espèce de bonhomme qui fait des blagues sur sa femme. Pourquoi ça revient tout le temps? C'est quoi la problématique là-dedans? Pourquoi on continue de rire de ça aussi? Ah oui, les hommes qui haïssent leurs femmes. Ben oui, il y en C'est a un comme... sujet très répandu en humour dans les années 90. Exactement, c'est exactement de ça qu'elle va parler. Puis elle va avoir différents sujets. Tu sais, la BD est vraiment séparée selon ce qu'elle va parler. Elle va mettre aussi des prix bobonnes qu'elle appelle. Là, elle est un petit peu plus dure envers les femmes, mais elle critique le fait que souvent, on va s'acharner, tu sais, comme à prendre soin d'un homme qui ne le mérite pas nécessairement, puis elle donne plein d'exemples. Alors, tu sais, c'est un petit peu plus dur à entendre, mais il y a peut-être parce qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. Donc, ça fait beaucoup réfléchir aussi sur notre rapport par rapport aux soins des autres, les femmes par rapport aux soins qu'on porte souvent aux autres, comment qu'on peut être peut-être utilisé des fois envers ça. Donc, ça fait beaucoup réfléchir. Aussi, elle a une petite partie où est-ce qu'elle va parler de l'histoire de la sexualité des femmes. Où est-ce qu'elle va partir vraiment du Moyen Âge jusqu'à nos jours. Pourquoi? L'histoire du mariage aussi, qu'est-ce qu'il y a entre le mariage et la sexualité? Pourquoi c'est autant relié? Elle y va même très fort, elle va même mentionner, elle va même faire un parallèle entre l'amour et une religion. T'sais, elle va vraiment loin dans sa réflexion. C'est quand même une grosse lecture. Tu lis pas ça à côté d'une machine à café. Là. Vraiment, il faut que tu te concentres quand même, tu as une certaine concentration. Mais si toi, à la maison, t'aimes ça, ce genre de lecture féministe-là, que tu veux te faire un petit peu shaker dans les croyances, c'est super intéressant. Moi, j'ai pris en note là, les psychanalystes qu'elle notait, les notes là, de bas de page. Je me disais, peut-être qu'il faudrait que j'aille voir un petit peu plus ce qu'il dit là-dessus. Elle va aussi questionner la monogamie beaucoup. Tu sais, en ce moment, là, c'est très la mode là, au Québec. Les gens questionnent de plus en plus la monogamie. Ils vont parler beaucoup de polyamour. Donc, elle va questionner ce sujet-là aussi. Petit bémol, parfois, tu sais, comme des fois, c'est super drôle parce qu'elle fait des blagues, mais elle fait des référents aux vedettes pop de la Suède, puis des animatrices pop de la Suède. Fait que, tu sais, c'est super rigolo parce que, tu sais, tu te dis, OK, je connais pas cette animatrice-là, mais j'imagine Véronique Cloutier, là, tu sais. Ouais. Tu sais, des fois, tu te sens un petit peu dépaysant. Comme Marie-Mé, c'est ça. Donc, Ricardo, est-ce qu'il y a des formules masculines de célébrités? Je voudrais juste faire un rappel il y a 2 mois quand on parlait de Ricardo. Des fois, peut-être pas des cuisiniers, mais elle a mentionné des politiciens de la Suède, là, où est-ce qu'il y avait... Tu sais, moi, ça me mettait un petit peu curieux. J'avais envie d'aller googler. Qu'est-ce qui est arrivé avec cette personne-là? Oui. À un moment donné, elle va aussi mentionner, elle va aller plus du côté américain, elle va parler de la problématique de Whitney Houston et de Bobby Brown, l'espèce de violence conjugale qu'il y avait dans leur relation et tout. Fait que, tu sais, elle va vraiment dans des sujets pas faciles à lire habituellement, mais le fait qu'elle utilise une bande dessinée, ben ça fait que ça se lit beaucoup mieux. Même si, tu sais, c'est quand même un petit peu ardu, quand même, ça demande un petit effort intellectuel. Donc, si toi, ça tente de lire ce genre de BD-là, vas-y, c'est super intéressant, ces sujets t'inspire. Puis un petit bémol aussi, là, des fois, elle utilisait des termes comme qu'on n'utilise plus vraiment, qui sont plus trop à jour, comme pour les personnes de petite taille ou les autochtones, elle utilisait d'autres mots. Puis ça, j'étais comme, tu sais, la traduction a manqué un petit peu. Oui, mais là, ça a été traduit en Europe. Ça a été traduit en Europe. Cependant, tu sais, je pense que c'est plus... En Europe, on dit pas autochtone, hein, je vous le dis. C'est ça, pas mal sûr qu'ils disent des Indiens. Mais, quand on est classé, on dit amérindien, OK? Ouais, c'est ça.
C'est ça. Mais ça se dit plus vraiment aujourd'hui. Mais c'est ça, mais pour revenir, je pense que c'est peut-être juste question de culture, à ce moment-là, il y a quelques années, même nous ici, on disait pas ça. Donc, c'est une question d'époque, là, puis de moment dans le temps. Donc, mais sinon, c'était vraiment les petits bémols que j'avais à dire. Mais sinon, c'était très bon, super bon pour l'essai. Mais petite lecture qui demande un petit effort quand même. Donc, si ça t'intéresse, toi, auditeur, va lire ça. Je vais répéter le titre. Ça s'appelle « Les sentiments du prince Charles » de Liv Stromquist. Moi, ça m'a vraiment inspiré à lire beaucoup d'autres livres d'elle. J'ai été vraiment curieuse de voir c'est quoi ses autres ouvrages, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre. Donc, peut-être que je vais en faire d'autres reviews au Geekette. Donc, voilà, c'était ma petite suggestion pour le mois. Alors, ça termine ce 90e épisode de La vie secrète des Geekettes. Oui, bravo. C'est comme avec mon garçon quand je fais bravo. OK. La vie secrète des Geekettes, on nous trouve où? On nous trouve sur Internet. Mais où sur Internet, Fanny, qu'on nous trouve? On nous trouve sur geekette avec un s.ca, sur Facebook, sur Instagram. On a dépassé le 1000 abonnés d'ailleurs sur Facebook. Bravo. Encore bravo. Donc, super. On a aussi un Patreon si vous voulez écouter le Geekette secrète qu'on s'apprête à aller enregistrer comme là. On va aller enregistrer ça pour nos abonnés Patreon qu'on remercie d'ailleurs. Merci beaucoup de nous encourager à continuer l'émission. Oui. Bravo les Patreons! Alors, je pense que j'ai pas mal tout dit. Allez, c'est ça. Donc, écoutez, passez un très bon mois. On se revoit au prochain épisode. Alors, tout le monde, on dit bye à tout le monde. Bye. La vie secrète des Geekettes. La vie secrète des Geekettes. La vie secrète des Geekettes. Oh, ton micro est fermé. Évidemment, tu vois, moi, je vais être disciplinée puis mettre mon micro quand je parle pas, tu vois, et voilà qu'est-ce qui arrive. Anyway.